J'ai demandé à Sylvain Légaré de nous parler, entre autres, des problèmes de circulation. Est-ce qu'un jour, on va avoir des solutions? Sylvain Légaré, chez CAA, tu es analyste. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour les gens, analystes chez CAA? Analyste recherche en mobilité. En fait, moi, je m'occupe de beaucoup. Je suis une espèce de chargé de projet chez CA Québec. Donc, j'ai plusieurs fonctions, dont aussi faire de la révision de texte sur tout ce qu'on publie dans nos, comme la revue CA Québec, les sites web. Je fais aussi des collaborations médias, comme aujourd'hui, comme présentement. OK. Ouais. Mais tu analyses quoi? C'est quoi ta job, là, ta journée typique? Là? Tu regardes les autos, la couleur des autos, tu analyses les tendances, Bon, tout ça? Oui, évidemment, l'analyse des tendances, ça fait partie de mon travail depuis plusieurs années. Là, surtout avec la venue de la pandémie, là, ça a changé beaucoup de choses. Il y a le télétravail là, qui est venu se mettre de la partie. Donc, ça a changé les habitudes des gens au niveau de la mobilité. Donc, à ce moment-là, on observe plusieurs grandes tendances aussi, là, comme l'électrification des transports. L'avenir aussi, là, si on regarde un petit peu plus loin au niveau des transports, qu'est-ce qui va en advenir là, de l'automobile dans 10, 15, 20 ans, 30 ans? Donc, il y a beaucoup de gens qui croient que ça va se transformer complètement, qu'on va peut-être avoir moins d'automobiles personnels, peut-être plus de transports en commun, de transports aussi autonomes. Ça s'en vient. Donc, c'est beaucoup de tendances qui On s'en va y viennent. arriver à ces C'est sujets-là. ça. Ouais. Est-ce que tu analyses le comportement, la qualité de conduite des Québécois? Chez CA Québec, c'est certain que la sécurité routière, ça fait partie de notre ADN. Donc, on s'occupe beaucoup de sécurité routière. On regarde le comportement des gens. On donne aussi de la formation. On a un département de sécurité routière chez CA Québec. Donc, on donne des conseils au niveau de la conduite. Ça peut être la conduite hivernale parce qu'on sait qu'au Québec, il fait froid, il y a de la glace, il y a de la neige. Ça, on donne beaucoup de conseils aussi là-dessus. Mais comment vous vous trouvez, vous, en position pour analyser, pour donner des conseils? Est-ce que vous comparez avec d'autres peuples, d'autres mêmes conditions hivernales ou pas dans le monde? T'sais? Comment tu trouves la qualité de conduite des Québécois? C'est ce que je veux savoir. On est comment? On est-tu bon? On est-tu stressé? On est-tu impatient? Je pense qu'il y a beaucoup. Il y a peut-être de l'impatience qu'on observe sur les routes. On le voit aussi là, dans les médias. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés. Ça peut être Il y a plusieurs causes à ça. Ouais. De la frustration au volant, ça peut être de l'intolérance, ça peut être de la congestion aussi. Là. On voit il y a de la congestion dans plusieurs endroits au Québec. Évidemment, c'est plus concentré dans les secteurs de Montréal et de Québec, dans les grands centres. Mais oui, ça peut. La congestion peut avoir beaucoup d'influence sur le caractère des gens. Puis les gens aussi, au niveau de... Lorsqu'on change de saison, surtout de ce temps-ci, là, on parle de l'hiver qui approche. Donc, les gens, là, souvent, ne sont pas conscients que l'hiver s'en vient encore. L'hiver s'en vient. Ah oui, hein? Ça. Ça arrive à chaque année, l'hiver, hein? Ça arrive à chaque année, exactement, oui. Bon, là, tu l'as dit, la frustration ou le niveau de stress en voiture, des fois, est causé par le niveau de congestion. Est-ce que tu as des chiffres pour prouver qu'effectivement, le niveau de congestion, le parc automobile, le nombre de voitures sur les autoroutes du Québec augmente? À quel pourcentage? Puis donne-nous des statistiques. Tu es un gars d'analyse. Ce qu'on sait, là, il y a eu une recherche là, qui est sortie dernièrement. Le parc automobile augmente plus vite que la population. Donc, OK. ça, c'est indéniable. Donc, pour quelle raison? Là, il y a des experts qui sont en train de se pencher là-dessus. Donc, le parc automobile augmente plus vite que la population. Donc, il y a plus d'autos sur les routes qu'il y en avait. Puis ça augmente là, d'une façon... C'est quoi, mettons, il y a 10 ans, il y a 5 ans, l'année passée? Ou... Bien, je vous dirais sur un horizon d'une dizaine d'années à peu près. Là. Donc, c'est ce qu'on remarque. Le parc augmente, je vous dirais que là, de ce temps-ci, on est c'est dans le coin de 8 millions de véhicules là, qu'on a sur les routes. OK, puis on est à peu près ça de Québécois, là. Bien, c'est ça, exactement. Donc, il y a quand même beaucoup de véhicules sur les routes. C'est souvent les habitudes des gens. Là. Donc, les gens ont au moins 2 autos. Moi, je sais que quand j'étais jeune, là, mon père, on avait une auto là, dans la famille. C'est ça. Là, maintenant, c'est comme une mesure là, d'avoir 2 véhicules par famille. Bon, parce qu'il y a des habitudes. Est-ce que ça pourrait être changé? Est-ce qu'on pourrait modifier nos comportements pour adopter peut-être plusieurs modes de transport? Pas nécessairement de délaisser la voiture, parce que je ne pense pas qu'au Québec, on va délaisser la voiture complètement, mais peut-être adopter d'autres modes, comme ça peut être le vélo électrique, ça peut être la marche, le transport en commun. Donc, un amalgame de transport qui pourrait être intéressant pour les gens, tout en diminuant leur empreinte carbone, évidemment. Là.
Bon, là, il y a plusieurs choses là-dedans. Là. C'est qu'il y a le phénomène urbain, que oui, le transport en commun, il faut que ça fonctionne. On en a parlé aussi dans les émissions de Derrière le volant. Il y a souvent ce problème-là. Après ça, l'accessibilité pour... bon, tu me parles de véhicules électriques, mais des vélos électriques. Oui. Bon, on a parlé aussi. On est l'hiver ici, de moment donné dans l'année. Les vélos électriques, tu es à Québec, là, tu es à Chicoutimi, là. En bicycle, l'hiver, c'est pas évident. Électrique en plus. Ouais. Y a-t-il des solutions pour notre congestion? Et en plus, on colle ça là-dessus. C'est qu'on fait des routes, on les fait plus petites. C'est comme si on n'était pas connecté avec la réalité. Puis là, je peux pas qu'on défasse le gouvernement ou qu'on refasse l'histoire. Mais on dirait qu'on voit pas le problème au Québec, puis t'es pas là pour essayer de trouver la solution, mais quand même, avez-vous des pistes de solutions? Parce qu'on fait juste comme aggraver le problème à chaque année, puis on ajoute des voitures, on ajoute des gens qui achètent des voitures, 2, 3 voitures par maison. Il y a plusieurs aspects là-dedans, puis il y a un aspect qui est important, c'est où est-ce que s'en va l'automobile en général. Si on regarde les véhicules modernes d'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus gros. Beaucoup plus volumineux. Puis, c'est pas quelque chose qui est nécessairement relié aux besoins des gens. Donc, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais mon premier véhicule, c'était un Honda CRX 1985. Ah oui, j'aimais 80... ça. Ouais, ben oui, on a un ici, je pense. C'était hot. 90 chevaux. Donc, c'était... Pour 90. moi, 90 chevaux dans le temps, c'était pas beaucoup. Là. C'était assez. Sauf que c'était suffisant pour rouler. Puis aujourd'hui, si on regarde ça, j'ai eu aussi un Mustang 5 litres là, 1991 à 225 chevaux. Pour l'époque, c'était très puissant. Aujourd'hui, un Chevrolet Bolt, là, ça a pratiquement le même nombre de HP, puis de force de moteur, puis ça a une accélération supérieure. Ah oui, c'est pas le problème de la qualité des voitures. C'est la dimension. La dimension. Donc, on a des véhicules plus gros, plus performants, puis les gens ne se rendent pas compte de ça, mais l'offre, le problème, là, tout ce qui est relié à ça, souvent, c'est l'offre. Donc, on n'a pas une offre de petits véhicules aujourd'hui qui pourrait aider à diminuer la congestion. On a des véhicules plus gros qui prennent plus de place sur les routes. Donc, il faut aménager nos routes en conséquence aussi. C'est un amalgame de la transformation des modes de transport individuels, puis de l'adoption de plusieurs modes de transport aussi qu'on devrait changer là, comme Québécois. Là. Je le sais, si on est à Chicoutimi ou en Gaspésie, ça va être plus difficile. L'automobile va quand même rester le meilleur moyen de se déplacer là, lorsqu'on est à l'extérieur des grands centres. Là. Ça, c'est certain. Là. Donc, il faut amalgamer tout ça, puis essayer comme citoyen d'opter pour certains modes de transport en mélangeant le télétravail aussi là-dedans. Oui, parce que les déplacements, tu l'as dit, le mot-clé là-dedans, c'est qu'on se déplace. Il y a eu la pandémie qui nous a fait poser des questions, et certains ont adopté, mais de l'autre côté, pour la survie des centres-villes, on demande aux gens de revenir en ville. On n'a pas rien changé pour recevoir ces gens-là qui arrivent aussi en masse en ville. Les déplacements, est-ce que vous avez des statistiques sur le temps de déplacement qui s'est augmenté à travers le temps? Nous, ce qu'on a comme statistique, c'est au niveau du kilométrage. Donc, les gens, ce qu'on se rend compte, là, c'est que les gens circulent, vont opter pour, pas vont opter, mais vont circuler environ 16 000 km, vont rouler 16 000 km par année en moyenne. OK. C'est les dernières statistiques qu'on avait là, au niveau du déplacement. Puis ça tend à diminuer là, après la pandémie, donc avec la venue du télétravail, en fait. OK, là, donc les gens sont allés en moins. région, ils sont restés en région, mais sinon, se sont rapprochés du centre-ville, dans des villes pour travailler. C'est ça. Donc, on avait environ 16 000 km en moyenne que les gens roulaient par année au niveau du kilométrage. Puis, ça tend à diminuer avec le télétravail. Donc, les prochaines statistiques devraient sortir d'ici 2 ou 3 ans. Là. Donc, on devrait le voir, mais on voit que les gens roulent un petit peu moins, mais ont quand même plus qu'un véhicule. Donc, est-ce que les gens ne pourraient pas modifier leurs besoins? Ça, c'est la question qu'il faut se poser aussi comme consommateur. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 2 véhicules? C'est certain que lorsqu'on a une famille avec des enfants qui sont sportifs, bien évidemment, on n'a pas le choix souvent d'avoir 2 véhicules. Puis c'est pas évident là, d'utiliser le transport en commun non plus. C'est des périodes de la vie, par contre, où est-ce que là, on a besoin de 2 véhicules, puis peut-être plus tard, à ce moment-là, on peut s'en départir d'un. Là, on est ici aujourd'hui pour parler de congestion, de circulation, de centres urbains. La plus grande différence, on s'imagine, bon, les régions hors Québec et Montréal, Outaouais aussi, ça commence pas mal à être congestionné.
Est-ce qu'il y a une tendance sur, justement, les gens qui décident d'aller dans les endroits moins congestionnés? Est-ce que vous observez ça, vous autres? Bien, c'est ce qu'on a observé, effectivement. Là, les gens ont eu tendance, là, dans les dernières années, à chercher à s'expatrier un petit peu à l'extérieur des villes. Souvent aussi, ça va être dû au prix. Moi, je ne suis pas un expert dans l'immobilier, mais on l'a vu, là. Les gens veulent en fait avoir un endroit peut-être un petit peu plus à l'écart. Pour plusieurs raisons. Ça peut être une raison familiale, l'espace sur le terrain, tout ça. Par contre, lorsqu'on prend en compte le coût du transport qui est relié à ça, évidemment, c'est pas tout le monde qui peut faire du télétravail. Ça dépend du type d'emploi qu'on a. Le coût, ça a un coût, là, habiter en banlieue, si on a à voyager beaucoup. Donc ça, c'est à prendre en considération. C'est certain, surtout pour une jeune famille. Ouais. Souvent, les jeunes familles vont dire, bon, on va aller à l'extérieur de la ville, les maisons sont moins chères. Mais est-ce qu'en bout de ligne, lorsqu'on calcule le coût du transport, le deuxième véhicule, le coût de l'essence aussi... Le temps? Le temps, exactement. Le temps qu'on peut perdre dans le trafic. C'est une job à temps plein, là, des fois. Ben, une deuxième job temps partiel, je dirais. Pour une vingtaine d'heures par semaine, là, des fois. Là. Pour l'avoir vécu, là, j'ai habité en banlieue de Québec, là, puis dans les dernières années, c'était une catastrophe au niveau de la congestion. Puis en y repensant, là, j'aurais peut-être changé là, ma façon de voir les choses en calculant tout ce que j'ai dépensé en transport. Là. Donc, tu l'as dit, tu habitais en banlieue. Il y a des gens qui habitent en banlieue encore aujourd'hui, en 2023-2024. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, sur la table. On a souvent des projets de société. Ici, dans la région de Montréal, bon, le fameux tunnel, les ponts, le pont Champlain, la couronne nord, la couronne sud, c'est assez incroyable le niveau de circulation. On a toujours les mêmes problèmes. À Québec, le fameux troisième lien, oui, non, oui, non. On peut en parler aussi un petit peu. Est-ce que vous êtes consulté, vous, chez CA, en tant qu'expert analyste de la situation, quand il y a des décisions comme ça? Là, on y va dans le monde politique. Est-ce que vous êtes consulté des fois? Parce que vous êtes pas mal là pour connaître ça, justement. Mais évidemment, on est un organisme de membres. On est plus d'1 200 000 membres là, dans la province de Québec. Donc, c'est certain que on va émettre notre opinion sur des sujets, des enjeux importants comme ça. Puis, c'est certain que les gouvernements vont écouter qu'est-ce qu'on a à dire à ce niveau-là. Nous, évidemment, on est un organisme de mobilité, de gens qui vont avoir besoin de l'automobile, d'avoir besoin du vélo pour se déplacer. Okay. Donc, on donne des services aussi qui sont reliés à un paquet de tout ce qui touche la mobilité, en fait. Là. Donc, pour nous, lorsque le gouvernement va prendre une décision, c'est certain qu'on va émettre une opinion. Là, le département de relations avec les médias vont donner leur opinion sur des enjeux importants. Ça, c'est clair. Est-ce qu'ils vont vous entendre ou ils vont donner leur opinion? Je crois que oui, parce qu'en fait, on donne notre opinion sur un paquet de sujets. Donc, l'essence, là, le prix de l'essence, souvent, là, on est appelé à commenter. Puis, ça arrive là, que le gouvernement prend en compte, bon, évidemment, c'est pas CA Québec qui va faire changer le prix à la pompe demain matin, mais on est là pour défendre les automobilistes, puis la mobilité, là, ça c'est certain, on va toujours être là pour le faire. C'est dans notre ADN, en fait. Là. On va parler de consommation, justement, par rapport au prix de l'essence, la valeur des voitures. Est-ce qu'il y a une différence, un changement, une tendance que vous observez par rapport à la consommation, d'essence et d'énergie pour voyager, et de véhicules, le prix du véhicule qui est comme parti en flèche? C'est intéressant comme question parce que je parlais tout à l'heure là, des véhicules des années 90 là, qui avaient, en tout cas, pas beaucoup de puissance puis qui fonctionnaient bien. Bien, c'est un peu la tendance qu'on voit. Les véhicules sont surpuissants. Les gens n'ont pas nécessairement besoin de toute cette puissance-là, puis le prix va avec aussi. Donc, la moyenne de prix des véhicules est à 55 000 là. Donc, c'est très, très dispendieux. Une jeune famille ne sera pas capable de s'acheter un véhicule. Bien, je pense que c'est un peu plus que ça, même présentement, au Canada. Peut-être au Québec, c'est moins, mais... On a eu un rapport dernièrement d'Erosi Automobile là, qui disait que les véhicules de luxe, c'était la sorte de véhicule qui était le plus vendu, là, qu'il y avait une augmentation au niveau de ces véhicules-là. Mais souvent, les gens vont acheter un paiement. Donc,
faut faire attention. Lorsqu'on est en location, on ne s'aperçoit pas. Bon, ça coûte un petit 100$ de plus par mois, on ne s'en aperçoit pas, mais ça coûte très cher, là, les véhicules d'aujourd'hui. Puis la puissance des véhicules est phénoménale. Un véhicule électrique aujourd'hui qu'on achète, j'ai un de mes amis là, qui s'est acheté dernièrement un véhicule électrique. Puis il me disait, c'est fantastique, là, à chaque coin de rue, là, j'ai une accélération incroyable. Là. Je lui ai dit, fais attention parce qu'il y a une problématique au niveau des véhicules électriques. Il y a tellement de puissance, les gens sont tellement pas habitués à cette puissance-là, puis ils veulent en profiter. Mais là, c'est les pneus qui mangent tout, qui absorbent toute cette puissance-là. Puis on a beaucoup de problèmes d'usure de pneus. Là. Donc, les gens ne sont pas conscients de la puissance qu'ils ont en dessous de la pédale d'accélérateur. Donc, soit les gens doivent être conscients de ça puis modérer leur transport, comme on dit. Oui, dans l'expression. Mais aussi, les véhicules électriques sont plus lourds, donc usent plus vite aussi les pneus. Ça, c'est un autre problème. Mais aussi par rapport à la consommation, est-ce que vous savez s'il y a une partie du budget familial qui est en croissance par rapport à ce qu'on dépense pour les voitures? Évidemment, parce que le prix de l'essence a augmenté. Donc, pas nécessairement la distance parcourue, mais le prix de l'essence. L'essence est rendue à 1,70 $ le litre. Donc, évidemment, ça a un gros impact là, sur une famille là, qui va se véhiculer. Puis, en contrepartie, bien, les véhicules électriques sont pas encore... ça s'en vient, là. On l'espère que le coût va baisser. Mais c'est pas encore rendu très, très abordable pour une jeune famille. Lorsqu'on veut acheter un véhicule, puis le véhicule se situe aux alentours de 35-40 000 $ avec les rabais, bien, on est loin d'une vingtaine de mille. Il y a quelques années, on avait des autos à 15 000 $. Donc là, on n'en voit pas là, présentement. Là. Et je pense pas qu'il y ait une tendance vers un retour en arrière. Malheureusement, il n'y a pas une tendance, à moins qu'on voit apparaître des fabricants peut-être chinois ou coréens qui sont nouveaux sur le marché, qui vont arriver avec un véhicule plus abordable. Donc, ça, on l'espère. Puis malheureusement, le Québec est influencé beaucoup par notre voisin du Sud, les États-Unis. Donc, je donne un exemple, la Volkswagen Golf, qui est un véhicule très, très populaire ici, très populaire en Europe, mais pas beaucoup vendu aux États-Unis. Donc, on est un petit peu privé là, de ce véhicule-là. Elle va disparaître là, au niveau de la Golf de base. Là. On va garder la Golf de performance, la Golf R, mais la Golf de base qui est abordable. Parce que la demande américaine n'est pas assez grande, donc ces véhicules allemands... C'est ça. Pourtant, la Golf ici au Québec, c'est un des véhicules qui se vendait le mieux. Là. C'est très, très populaire. Là. Et les Rabbit? Les Rabbit aussi dans le temps. On a beaucoup de Rabbit ici au Québec. Mon père a eu une Volkswagen Rabbit là, en 1986, là, les premières. Là, donc, à l'époque, c'était un véhicule abordable là, pour les familles. Donc, Sylvain, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'une voiture, on va travailler, on a une famille, on a des choses à transporter, on n'a pas d'argent nécessairement dans le budget familial pour aller s'acheter une nouvelle voiture avec de l'espace. Voiture électrique, oublie ça. Disponibilité, l'électricité, qu'est-ce qu'on fait? Bien, premièrement, c'est de regarder si on ne peut pas conserver notre véhicule, donc le véhicule qu'on a. Donc, la meilleure solution présentement, lorsqu'on voit les taux d'intérêt, la disponibilité des véhicules, c'est peut-être de regarder si on peut conserver notre véhicule longtemps. Donc, c'est la tendance qu'on voit parce que le parc automobile augmente. Là. On parle d'environ 8 ans, la moyenne d'âge du parc automobile du Québec, puis ça va en augmentant. Là. Donc, est-ce que les voitures sont faites pour ça? Dans le temps, oui, on avait de la tôle, là, du métal, on gardait ça 10-12 ans, puis c'est encore là, c'était pas rouillé. Là, maintenant... Dans le temps, lorsqu'on parlait d'un véhicule qui avait 160 000 milles, là, il était fini. Là. Donc, il était complètement 100 000 milles ou 160 000 km, pardon. Ouais. Donc, le véhicule, il était rendu usé là, à 160 000 km. Là, aujourd'hui, on peut étirer jusqu'à 300 000 km facilement un véhicule. Là. Donc, il suffit de vérifier si... Donc, c'est de demander à son garagiste de confiance, est-ce que la carrosserie est en bonne condition? Les éléments clés là, pour conserver son véhicule longtemps, la carrosserie, est-ce qu'elle est encore solide? Le plancher, le châssis. Les éléments importants comme le moteur, la transmission. Donc, ces éléments-là, lorsque on voit que le véhicule commence à être percé, le plancher est rouillé, le châssis est magané, la transmission lâche, mais là, à ce moment-là, on peut peut-être penser à changer là, de véhicule. Ah, j'ai déjà eu une voiture avec de la neige. Qui rentrait dans l'auto. Oui, mais j'avais pas d'enfant dans ce temps-là, donc on ne savait pas s'il neigeait en arrière. Mais après ça, donc, la tendance est sur les bons garagistes, les garagistes de confiance. Oui. On n'est pas là pour faire de la pub pour les garages, mais
si on encourage les gens à conserver leur voiture puis les entretenir, l'entretien, c'est important. L'entretien, c'est important. Puis, c'est certain que les gens aussi là, voient que ça coûte plus cher dans les garages. Donc, le taux horaire a augmenté. Là, on sait, l'inflation, là, tout a augmenté. Là. Mais ça reste encore plus abordable de conserver son véhicule et de l'entretenir. Donc, je donne un exemple. Quelqu'un qui va avoir un paiement de 300 ou 400 par mois, bien, c'est 3 000 à 4 000 par année, là, si on le calcule là, pour un an. Est-ce qu'on va mettre 3 000 à 4 000 en entretien par année sur un véhicule, notre propre véhicule, lorsqu'on veut le conserver? Ça serait surprenant. Donc, mettre 1 000 ou 2 000... Une transmission. Oui, à ce moment-là, si on met c'est pour ça que c'est important de vérifier avec son garagiste, est-ce que ça vaut la peine de le conserver? Souvent, il va être en mesure de faire une inspection pour vérifier le plancher, le châssis, moteur, transmission, si ça permet de conserver le véhicule. Parce que il y a les pneus aussi. Les pneus, c'est important. Là, c'est un investissement qui est important. Si on a des pneus qui sont encore bons pour 3-4 saisons, donc à ce moment-là, ça vaut la peine de conserver. Si là, on voit que la carrosserie est usée, rouillée, puis on a des pneus à changer, bien là, à ce moment-là, c'est peut-être bien là, d'aller vérifier, d'aller voir, magasiner un véhicule dans le marché de l'occasion. Il y a déjà eu aussi des opérations minounes, comme quoi on empêchait les gens de conserver leur voiture. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que si on encourage les gens à conserver leur voiture, ça se peut qu'on voit de plus en plus des chars, des voitures sur la route? Les corps policiers sont toujours à l'affût d'un véhicule qui ne sera pas sécuritaire, ça c'est certain. On en voit de moins en moins parce que moi, je pense que, puis on le voit, là, le parc automobile, ça s'est amélioré au niveau parce que les véhicules sont plus durables. Donc, les carrosseries sont meilleures, bien qu'on en voit encore rouillées, là. Mais les carrosseries sont plus durables, les moteurs sont plus durables. Les véhicules sont plus sécuritaires aussi. Lorsqu'on parle d'un véhicule qui a un accident dans les dernières années, un véhicule qui est récent, le conducteur va être protégé, ce qui n'était pas le cas dans les années 60 et 70. Là. Bon, c'est le véhicule, c'est le passager qui mangeait le coup. Donc, aujourd'hui, les véhicules sont faits pour se déformer. Lorsqu'on a un petit choc, ça protège les occupants à l'intérieur. Donc, les véhicules sont mieux conçus, plus durables aujourd'hui. C'est pour ça que ça vaut la peine d'y penser, de le conserver. Là. Mais évidemment, il y a la fameuse tendance de changer aux 3-4 ans. Pour les prochaines années, là, avec je le mentionnais tout à l'heure, là, avec les taux d'intérêt qui sont plus élevés, on se doit de se questionner, est-ce que je peux me permettre d'étirer et de conserver mon véhicule une couple d'années de plus? Sinon, les voitures électriques. Oui. Petit dossier rapide là-dessus. On nous encourage fortement. Oui. C'est une tendance. Est-ce que c'est... Comment je te dirais ça? Est-ce que c'est l'avenir? Bien, est-ce que c'est l'avenir? Bien, est-ce que tu connais l'avenir? Est-ce que c'est sûr que c'est l'avenir? Parce que donc les constructeurs prennent le virage électrique, là. Sans exception. Et ça, je suis d'accord avec ça. Les constructeurs, puis on sort des modèles, puis on dit d'ici 2025, en 2025, il n'y aura plus de nouveaux modèles à explosion. Là. Mais la disponibilité de l'électricité, c'est les infrastructures autour de ça. Parce que tu mets une borne chez vous, ça coûte quelque chose. Après ça, tu t'en vas. Les distances, ici, on est dans un territoire nord-américain. Il fait froid. On est grand. Donc, c'est certain que... Parle-moi de l'avenir. Oui, bien en fait, il y a beaucoup de technologies. Le véhicule électrique, c'est... je vais donner un exemple là, du bêta du VHS. Là. La technologie, lorsqu'elle est apparue, ça semblait merveilleux, mais là, on a bifurqué sur le laser, puis aujourd'hui, on n'en parle plus de disques puis de cassettes. Peut-être bêta au VHS. Ah, j'étais VHS. Mais ça pour dire que un véhicule électrique, c'est la même chose. C'est une nouvelle technologie, ça va en s'améliorant. Puis plus on va aller, plus on va avancer dans le temps, plus on va être performant, des recharges plus rapides. Puis c'est certain que ça ne fait pas nécessairement à tout le monde. Quelqu'un qui voyage puis qui n'a pas le goût de changer ses habitudes, bien, il peut tout simplement opter pour un véhicule hybride branchable. À ce moment-là, ça va être le meilleur des deux mondes. Il va être capable de brancher son véhicule puis de faire un petit peu de ville en étant électrique complètement. Puis lorsqu'il veut voyager à l'extérieur, bien, à ce moment-là, le mode hybride va embarquer. Oui, il y a une tendance effectivement vers l'hybride, mais de moins en moins de disponibilité chez les constructeurs. Mais ça, c'est évidemment, dans la pandémie, on a vu, il y a eu des coupures de production là, dans certaines usines en Europe, puis même en Amérique du Nord. Donc, on a fermé des usines. Tout ça, ça a fait que
débouler là, sur toutes les commandes là, de l'année, puis les commandes qui arrivaient ensuite. Là. Donc, on est en train de rattraper tout ça. Ça va prendre encore 1 an ou 2 avant de rétablir l'inventaire chez les concessionnaires. On voit que ça s'améliore. Donc, c'est certain que les gens, je parlais de conserver son véhicule, souvent il y a des gens qui vont commander leur voiture, vont l'avoir dans 2 ans ou dans 1 an. Donc, ça oblige les gens à conserver leur véhicule qu'ils ont présentement. Là. Ça, c'est certain. Et d'après toi, on se met des balises là, dans le temps. On parle de 2030. Parce qu'en 2030, on va être arrivé à un niveau, malgré toutes les embûches qui pourraient arriver, sur quelque chose de potentiellement viable, crédible. Donc, on parle de 2030, l'année où est-ce, ou 2035, tout dépendant des pays, l'année où est-ce qu'on va bannir la vente de véhicules à essence. Ouais. Il va rester quand même les véhicules hybrides branchables qui vont avoir un moteur à essence à l'intérieur. Donc, pour les gens qui vont avoir des plus grandes distances à parcourir ou qui s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas de borne de recharge, ça ne sera pas inquiétant pour les gens. Là. Bien sûr, il va y avoir plus de véhicules électriques. D'ici 2030-2035, la technologie va être beaucoup bien supérieure à celle qui est là aujourd'hui. On parle de recharge, d'autonomie de 800-900 km, puis de recharge en 15 minutes avec des batteries électrolytes solides. Donc, toute cette technologie-là va être à point là, lorsqu'on va arriver en 2030-2035. Je n'ai pas d'inquiétude. Là. Non? OK, non. On est certain parce que si, exemple, l'année prochaine, en 2024, je m'achète une voiture neuve que je paye correct, à essence régulière, je l'aime beaucoup, dans 10 ans, en 2034, je ne pourrai plus la prendre. Non, ça, il n'y a pas de problème. On n'enlèvera pas, on n'en vendra plus. On n'enlèvera pas les véhicules à essence. Donc, si en 2029, il y a un petit Nissan Kicks qui se vend à essence encore, bien, il n'y aura pas de problème. On va pouvoir le conserver 20 ans. Là. Donc, c'est pas demain matin, la veille, où est-ce qu'on va... il n'y aura plus de pompe à essence. Partout, là. Ouais. Non, c'est ça, exactement. Donc, les gens n'ont pas à s'inquiéter. Là. Et vous, les services chez CAA qui existent depuis 200 ans, je pense? 1904, si ma mémoire est bonne. C'est inventé en même temps que la voiture. Oui, pratiquement, oui, effectivement. Est-ce que ça se transforme à travers le temps? Parce que là, on parle des services pour l'hiver, entre autres. Il y a d'autres services, d'autres offres dans la famille CAA, mais si on se concentre sur la voiture, c'est panne d'essence, panne de recharge de batterie. Oui. Est-ce qu'il y a un service pour la voiture électrique? Il n'y a pas les mêmes problèmes. La tendance aussi avec les changements climatiques, les gens aussi qui arrivent ici en tant qu'immigrants, qui apprennent à conduire dans des conditions comme ça. Oui, bien, en fait, on a dû modifier notre offre de service pour accompagner les gens sur la route. Donc, à chaque véhicule là, qui va être nouveau sur le marché, on va l'étudier chez CAA Québec. On va étudier quels sont les points de remorquage, quels sont les problèmes aussi qui peuvent survenir. Par exemple, sur un véhicule électrique, les problèmes les plus fréquents, souvent, c'est le pistolet de recharge là, qui va rester coincé. Donc, il faut savoir que sur un véhicule électrique, il y a un petit loquet de déverrouillage qui est souvent caché. Donc, nous, chez CAA Québec... Vous le savez. Oui, nous, on le sait où est-ce qu'ils sont. Donc, les patrouilleurs sont formés aussi. Donc, nous, on a un département de formation d'assistance routière. Donc, à chaque année, tous les nouveaux véhicules sont étudiés. Puis, on donne des formations là, en province pour être certain que lorsqu'on envoie une assistance routière chez une personne qui a un problème, qui a un véhicule électrique, puis son pistolet va être coincé, ou ça peut être un autre problème aussi, la recharge ne démarre pas, peu importe. On va être là pour assister le membre, ça c'est certain. Donc, nous, on se fait un devoir d'étudier chaque véhicule nouveau sur le marché, là, c'est certain. Puis est-ce que vous avez une sorte de compétition? Parce que si j'achète une voiture neuve demain, voiture électrique ou pas, j'ai toujours une garantie Il y a l'assistance routière d'origine. De constructeur, oui. C'est ça, pour 2-3 ans en général. Est-ce que ça, c'est une tendance aussi qui se transforme? On le voit depuis plusieurs années. Là, dans les années 90, les constructeurs ont offert l'assistance routière. Évidemment, on en fait une certaine partie chez CAA Québec. Puis, évidemment, il y a d'autres services Là, il n'y a pas juste l'assistance routière chez CAA Québec. Bon, évidemment, il y a le voyage, qu'on connaît bien, nos agences de voyage. On donne aussi de l'assistance aux gens au niveau des conseils automobiles. Donc, quelqu'un qui est membre CAA Québec peut appeler
notre service conseil en mobilité pour avoir une information sur un prix de liste, la fiabilité d'un véhicule. Si un garage, où est-ce qu'il y a un garage recommandé tout près de la personne qui est membre. Donc, on offre beaucoup d'autres services. Il y a un service de conciliation aussi qu'on offre. Par exemple, si on achète un véhicule chez un concessionnaire membre de la Corporation des concessionnaires du Québec ou les marchands de l'AMVOC, les marchands de véhicules d'occasion du Québec, puis on a un litige avec ce garage-là, avec le marchand ou le concessionnaire, on peut faire appel au service de conciliation si on est membre. C'est une espèce de service extra-juridique. Privé, OK. C'est ça. OK. Donc, à ce moment-là, ça nous évite d'aller en cours, puis on tente de régler le litige entre les parties, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'avocat qui est mis de la partie. On tente de régler le litige. Ça laisse le loisir à la personne aussi, si elle veut, d'aller aux petites créances par la suite, là, si elle n'est pas satisfaite du règlement qu'on lui offre. Là. Bon, on parlait de comment s'adapter avec les différentes voitures, les différents marchés, les transformations. Est-ce que aussi, côté sécurité, parce que encore là, on est différent dans un territoire nord-américain, on conduit 6 mois par année avec une couche de glace ou quelque chose qui ressemble à quelque chose de glissant. Est-ce qu'on a parlé beaucoup dans l'émission Derrière le volant cette saison-ci, la conduite sur neige, sur glace, est-ce qu'on ne devrait pas rendre ça presque formation obligatoire dans un cours de conduite? Mais je crois que, évidemment, ça devrait être l'élément numéro 1 au niveau des cours de conduite. Puis là, moi, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas pris mes cours. Donc, faudrait que je demande à mon garçon qui va le prendre. Là. Mais l'hiver, la conduite est complètement différente. Donc, il faut adapter notre conduite, modifier notre vitesse. Puis j'invite les gens aussi, peut-être qui sont moins habitués à conduire sur surface glacée, peut-être aller conduire dans un endroit, là, ça peut être un centre d'achat qui est libre, pour se pratiquer au comportement de son véhicule, surtout lorsqu'on change de voiture. Lorsqu'on change de voiture, on n'a pas le même comportement. On a peut-être passé d'une voiture à un VUS qui est plus lourd, qui va avoir une distance de freinage plus longue. Puis ça, c'est un élément important, là. Souvent, on pense que lorsqu'on achète un VUS, on va être plus en sécurité. Un véhicule qui est 4 roues motrices, le 4 roues motrices, c'est un élément de performance. C'est pas un élément de sécurité. Souvent, lorsqu'on circule sur l'autoroute en plein hiver, là, on voit les véhicules, les VUS 4x4 sont loin dans le champ, ils vont être capables de sortir de là parce qu'ils sont 4x4. Mais ils se sont rendus là quand même. C'est ça, mais ça n'augmente pas la distance de freinage. Au contraire, un véhicule qui est plus lourd va avoir une distance de freinage souvent plus longue qu'une voiture. Donc, l'élément, il y a un autre élément aussi, c'est les pneus. Donc, avoir des bons pneus, des pneus qui sont adaptés à notre situation, où est-ce qu'on conduit. Si quelqu'un qui habite au centre-ville de Montréal n'aura pas besoin de la même sorte de pneus que quelqu'un qui habite à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, il faut vérifier avec son garagiste de confiance, lui demander des conseils sur le type de pneumatique à acheter puis à mettre sur son véhicule. Bien, il devrait avoir quand même un cours obligatoire sur apprendre parce que c'est complètement d'autre chose. C'est complètement différent, puis il faut que les gens s'adaptent. Un peu comme lorsqu'on arrive au printemps, on voit des motocyclettes, il faut adapter notre conduite avec les motos qu'on voit sur la route. À l'automne, c'est la même chose. Il faut se préparer. Donc, ce matin, là, je m'en venais sur la route, puis il faisait 4 degrés. Là. Donc, on est tout près là, d'avoir de la glace. Puis, il n'y avait pas personne avec des pneus d'hiver ou encore très peu. Là. Parce que c'est le zéro, là, ça peut arriver en 5 minutes. Tu conduis à 120, 118 maximum. Oui, exactement. L'autoroute, il pleut, boum, c'est zéro. Ça peut se transformer, tout dépendant où est-ce qu'on circule. C'est plus en campagne. La glace, l'ennemi numéro 1, souvent, là, à l'automne, c'est la glace noire, celle qu'on ne voit pas. Donc, une mince couche de glace qui va nous faire perdre le contrôle si souvent on roule trop vite, si on ne freine pas au bon moment. C'est une question c'est une fraction de seconde là, au niveau de notre réaction, de notre temps de réaction. La plupart des gens, souvent, lorsqu'ils vont paniquer, vont sentir que le véhicule va déraper, ils vont freiner. Donc, c'est souvent ça qu'il ne faut pas faire. Donc, lorsqu'on regarde la Formule 1, par exemple, ou peu importe le type de course automobile, le freinage doit se faire lorsqu'on est en ligne droite. Dans la courbe, tu accélères. On accélère en courbe. On freine en ligne droite, c'est habituellement là, la façon de faire. C'est la même chose lorsqu'on prend une sortie d'autoroute. Si on touche au frein et on est en courbe, bien, à ce moment-là, on risque de perdre le contrôle. Il y a le regard aussi. Le regard, lorsqu'on va prendre une courbe, si on regarde où est-ce qu'on veut aller,
l'ensemble de notre corps va faire qu'on va être plus porté à prendre la courbe puis à bien la prendre. Si on panique puis on regarde tout droit, bien, on va foncer tout droit. Tu as l'air à connaître ça. Oui, j'ai déjà été un pilote de course sur glace étant plus jeune. Là, donc, j'ai quelques notions de pilotage de course sur la neige et sur la glace. Bien, merci pour ces conseils. Ça fait plaisir. Bonne saison. Merci. Toi aussi.